Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque nous sommes à Brest et nous sommes très nombreux autour de la table à vouloir parler d'un événement qui s'appelle Unlock Your Brain, Harden Your System. Réna, tu me corriges si mon accent est mauvais. Et je vais laisser nos 9 invités se présenter les uns après les autres. Allez-y, vous avez 30 secondes chacun, c'est parti. Bonjour, Josquin Debaz, je suis trésorier de la cantine numérique de Brest qui organise la conférence depuis 9 ans et dans le civil, je suis développeur full stack. Moi c'est Véronique Loquet, je soutiens cette conférence à un vraiment humble niveau mais ça me fait vraiment plaisir de le faire. Bonjour, je suis avocat au barreau de Paris, puisque enfin mon avatar a trouvé un nom. Donc Marc-Antoine Ledieu, je suis cette année non pas intervenant mais sponsor de cette conférence de hackers où j'ai appris plein de trucs. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai appris plein de trucs. Bonjour, Hervé Schoer, contributeur No Limite Sécu. Bonjour, Vladimir Kola, contributeur de No Limite Sécu, et cette année avec notre entreprise Patrol, on était également sponsor de la conférence et j'ai présenté une petite Trump rigolote tout à l'heure. Bonjour, Guillaume Prigent, donc je suis le président cofondateur de Diateam et je co-organise Unlock Your Brain depuis 6 ans et aujourd'hui j'ai fait, comme chaque année, intermittent du spectacle. Bonjour, Brice Augras, fondateur de BZHunt, mais au-delà de ça, surtout sponsor de cet événement brestois qui nous tient à cœur et sur cette année participant à l'organisation de la partie Bug Bounty de l'événement. Raina, donc contributrice No Limite Sécu et cette année speaker aussi à l'événement. Et j'essaye de voler la vedette à Guillaume en termes d'intermittence du spectacle, mais un drôle. Alors donc c'est la 9e édition de la conférence Unlock Your Brain cette année, un peu particulière puisqu'il n'a pas plu, quand même assez notable. On commence par quoi? Est-ce qu'on commencerait pas par le Bug Bounty justement dont vous avez parlé? Qu'est-ce que c'est que cet événement? Habituellement, on avait connu historiquement, je crois, les CTF, des attaques défense, un challenge d'OSINT. Cette année, c'était donc le Bug Bounty, la chasse aux primes pour des étudiants. Donc une dizaine d'écoles ont été invitées et 6 d'entre elles ont répondu présentes avec 9 équipes d'étudiants. Une cinquantaine d'étudiants à la marina du château à Brest, une autre cinquantaine en distanciel pour des raisons de logistique et de place, mais qui se sont retrouvés pendant 10 heures à venir challenger la sécurité de produits de partenaires qui ont fait confiance et ont décidé de jouer le jeu en mettant justement à la disposition des étudiants de quoi s'amuser et trouver des failles. Alors de produits à distance, il faut que tu en dises un peu plus. C'était quoi? Il n'y avait pas juste obligation d'un accès physique aux produits? Non, sur le terrain de jeu mis à disposition, ils avaient effectivement des sites web par exemple en termes de produits. Certains ont même pris le risque de mettre des actifs qui effectivement étaient en production. Toute mesure gardée et tout avertissement préalablement transmis sur l'approche. Oui, effectivement, on a eu la chance cette année en plus d'avoir une entreprise qui nous a fait confiance pour mettre à disposition après signature de multiples risque RCP vis-à-vis du prix de l'équipement, mais a mis du matériel médical comme terrain de jeu pour les étudiants. Ils s'en sont très bien sortis, donc c'est une vraie petite nouveauté et victoire que de les voir s'éclater sur ce genre de produits et de terrain de jeu, parce qu'on ne le voit pas souvent en Bug Bounty. Sans rien casser? Il n'y a pas eu de casse notable. Il y a eu un signalement à un éditeur très rapidement, mais il n'y a pas eu de casse notable. Précisons que les machines en question n'étaient pas des stérilisateurs à neutrons ou des torches à plasma. C'était des échographes, je crois. Tout à fait, ouais. Du coup, vous aviez quand même un cash prize assez intéressant. Plus de 12 000 € de lots à distribuer. Je dis ça pour que d'autres écoles peut-être se motivent l'année prochaine ou d'autres étudiants. Est-ce que tout a été distribué? Enfin, combien de failles ont été trouvées? Quel a été le résultat à la fin? Alors sur les indicateurs sympas pour les équipes de triaging, donc c'est-à-dire côté BZHunt et en compagnie des partenaires qui ont mis à disposition le terrain de jeu, parce que des fois on a besoin d'eux pour comprendre l'impact métier potentiellement de ce qu'a découvert. On a quand même reçu en 10 heures donc 65 rapports de la part des étudiants qui ont à une exception près, tous étaient clôturés, traités et qualifiés concernant la pertinence ou non de la faille identifiée par l'étudiant, donc avec tout le processus d'échange, d'explication et de vulgarisation de pourquoi c'est légitime, pourquoi ça ne l'est pas.
C'est 13 000 euros, effectivement. C'est quasiment 13 000 euros de lot. Parce qu'on a eu aussi une belle surprise de dernière minute de la part d'Icodia, derrière le Brest CTF, qui est venu, qui dans la dynamique de l'événement s'est dit nous on est sur le Brest CTF, c'est trop cool ce que vous faites. Donc on va contribuer, rajouter effectivement une contribution de notre part. En termes d'indicateurs, c'est environ une quarantaine sur les 65 vulnérabilités. On en avait quand même un petit 40% de failles hautes ou critiques sur les actifs mis à disposition. Très bien. Il y avait aussi une partie atelier. Alors, je sais que ça s'appelle workshop, mais on a beaucoup d'auditeurs francophones. Donc, il y avait des ateliers le vendredi. Comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce qu'il y avait comme sujet? Comment est-ce qu'on sélectionne les gens qui présentent Donc la formule, en fait, c'est de construire sur 2 jours la conférence, avec donc le samedi une journée de présentation publique en essayant d'avoir un public le plus général possible, et puis le vendredi des choses plus professionnelles, plus pointues, plus précises, plus techniques. Et donc on essaie de fournir en fait de l'ordre de 8 ateliers matin et après-midi avec des sujets qui vont vraiment d'aspects de l'OSINT jusqu'à du travail sur du matériel. Cette année il n'y en avait pas, mais voilà, on essaie d'être le plus varié possible, tout en étant le plus technique avancé possible pour se débarrasser de ça, pour pouvoir être plus grand public le samedi. Il y a combien de personnes en moyenne à chaque atelier ? En fonction du thème, ça va attirer plus ou moins de monde, et ça va de 8 personnes à 20 personnes. Et les ateliers durent de ce que je vois, entre 2 heures et 4 heures, c'est ça ? Cette année, c'était 2 heures, de 2 heures à 4 heures. On a eu des ateliers plus courts les autres années, ou voire plus longs. Je vais maintenant poser des questions aux sponsors qui sont nombreux autour de cette table. C'est quoi votre intérêt de sponsoriser, à part cautionner Guillaume dans ses blagues Tout simplement la visibilité, c'est important. Déjà, c'est important de soutenir l'écosystème. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas pu venir à Unlock l'année dernière, et j'avais dit que j'essaierais de sponsoriser cette année. Alors, je me suis réveillé un petit peu tard, mais en tout cas, je souhaitais sponsoriser déjà parce que le projet est intéressant, la conférence est vraiment intéressante, et puis au-delà de ça, ça nous apporte vraiment de la visibilité. Alors moi, à mon tout petit niveau, c'était vraiment, c'est plutôt pour encourager la recherche, et c'est une conférence qui est ultra technique, donc je comprends pas tout du tout. Mais heureusement, Guillaume fait des blagues carambars, et ça, c'est vraiment très très appréciable. D'ailleurs, j'en avais une. C'est un DBA qui rentre dans un bar NoSQL, et il n'y a pas de table, il sort. Ah, c'est vraiment le niveau des blagues de la conférence. Et même Marc-Antoine a compris parce qu'il rigole. En fait, moi, c'est la 3e année que je viens à Brest, déjà, ce qui est une sorte d'exploit pour faire sortir un Parisien de la capitale. Oui, à Brest, on n'arrive pas par hasard, il faut vraiment venir. À Brest, j'ai découvert d'abord... non, ça malheureusement, j'avais le plaisir de connaître ça. Mais d'abord, l'univers des confs de hackers. Ça, pour moi, c'était une sorte d'énigme. Donc, j'y ai pris goût. C'est en fait la seule que je fréquente pour l'instant. Parce que après, je fais des trucs un peu plus institutionnels. Moi, je trouve ça intéressant à titre perso parce qu'on met un peu le nez dans la technique. Alors, on comprend pas tout, nous les juristes, mais au moins, quand on comprend la philosophie le packing, les packers, moi, c'est mon grand truc là. Je suis un grand produit packer, ça c'est vraiment ça m'éclate. Tout. Je rentre chez moi là, je vais faire du packer direct. Et puis c'est aussi une manière, quand on est sponsor, bien sûr, ok, on va exposer son nom et on va venir faire un peu de retape, mais c'est aussi une manière d'encourager des gens dans un créneau qui nous est cher. Nous, on bosse beaucoup, pratiquement exclusivement maintenant dans ce domaine-là. C'est une manière aussi de renvoyer l'ascenseur. Quand on est bien reçu une fois, qu'après on peut donner, on donne. Ça fait partie, si j'ai bien compris, aussi de l'esprit du truc. Donc je participe volontiers. Alors parlons de ce contenu, je suppose que tu as quand même quelques conférences que tu as comprises. Ça va des conférences juridiques de RENA jusqu'aux conférences sur le packing. Est-ce qu'on procède par ordre chronologique ? Qui veut faire un feedback sur les conférences ? Synthétiser un petit peu les choses qu'ils ont apprises aujourd'hui. Bon, alors donc première conférence, c'était Julia qui a présenté en fait un retour d'expérience sur des red teams à base d'intrusion physique sur des MIFARE avec plusieurs niveaux d'attaque. Alors beaucoup de choses déjà connues, mais scénarisées, hyper intéressantes. Moi j'ai beaucoup aimé. Elle a fait une visio avec une personne qui était en Pologne et depuis son téléphone sur place, elle arrivait en fait à transmettre en gros le contenu d'une carte et à s'authentifier à l'autre bout du monde. Enfin, c'était plutôt intéressant. Il y avait aussi un truc assez rigolo, c'est quand on teste des cartes MIFARE sur des lecteurs de badge, c'est pas discret.
Et en fait, elle expliquait que y a un endroit dans l'entreprise où elle était où il y avait une imprimante. Et c'est le classique aujourd'hui dans les entreprises pour imprimer. Tu imprimes et après tu vas avec ton badge sur l'imprimante pour que ça sorte. Et donc là, tu peux justement tester l'authenticité de tous les badges. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant et surtout bien scénarisé. La conf était vraiment top. Non, mais surtout, ça permet de récupérer les noms et de comprendre tout de suite celui qui a les privilèges domaine admin dans la liste des badges. Et puis elle a également fait un truc qui était tout à fait étonnant, c'était de filmer sa manip qu'elle faisait sur le pupitre d'intervenant, de le filmer et de le projeter sur le grand écran. Ça donnait un côté extrêmement vivant et très pratique, parce qu'on avait l'impression de comprendre, donc c'était déjà une grande victoire. On est habitués. Hein. Non. C'est Hervé qui a toujours le mot gentil, donc je passe mon tour. Non, mais surtout, il n'y a pas eu d'effet démo, ça a bien marché, c'était vraiment top. Ensuite, une conférence de Félix Aimé, où là, en gros, il expliquait comment est-ce qu'il mettait en place des espèces de... comme des proxys pour s'interfacer entre des équipements vulnérables qu'on peut trouver sur Internet, genre des NAS, des routeurs, des choses comme ça, et pour essayer de quand même capter toutes les tentatives de scan et d'exploitation et pour construire après une base de vulnérabilité, d'IOC, etc. Donc ça, c'était vraiment aussi très intéressant. On a bien compris la même chose. En fait, il prend des équipements vulnérables qu'il ne connaît pas et dont il n'a aucune idée du propriétaire et il proxifie le trafic vers ces équipements pour... Non, c'est les siens. Non, c'est du man in the middle. En fait, ils identifient sur une base de scanners dont je citerai pas forcément les noms, mais enfin des assets qui sont potentiellement vulnérables ou qui pourraient devenir vulnérables, donc du NAS, des boîtiers VPN, et j'en passe, qui sont dans des continents donc pas européens ou voilà. Ils montent des IP bien souvent sur des box en DMZ sur des domotiques, on va dire, enfin ou des boîtiers résidentiels plutôt. Et ils s'exposent comme ça en faisant du relais, sauf qu'ils interceptent le trafic, ils font de l'interception SSL quand ils peuvent, et ils identifient comme ça les attaques. Ils ont des règles, comme ils disaient, fascistes, c'est leur mot à eux, hein, c'est pas le mien, pour bloquer très très vite les attaques, mais ça leur permet effectivement de comprendre ce qui est exploité. Donc c'est bien de la redirection. C'est l'explication que j'avais loupée. J'avais failli poser la question à la fin parce que je n'étais pas sûr, je ne comprenais pas ses contraintes, mais oui, maintenant je comprends mieux sa contrainte légale. En bon français, c'est singe intercepteur. Mais même la NSSI a perdu le vocabulaire français historique. Après une autre conférence de Thomas Chambarteau. Alors je vais pas lire le titre, mais parce qu'il est long, mais en gros il y a plein de sites sur lesquels on peut faire une réinitialisation de mot de passe ou demander une invitation pour accéder sur le site ou même recevoir une invitation. On reçoit en général une URL, un lien, et dedans il y a un jeton, un token qui est censé être chiffré, unique, non prédictible, etc. Sauf que dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Et donc il a fait une démonstration de différentes attaques. En particulier, c'est Sandwich Attack où il va générer un jeton avant la demande. Ensuite, il y a une demande qui est faite, un nouveau jeton après la demande, et il essaie de retrouver le contenu du jeton et de générer un jeton valide, parce qu'en fait, il y a plein de jetons qui devraient donc justement être aléatoires et sont basés juste sur le temps ou sur un condensat d'une valeur fixe plus du temps, enfin des trucs un peu, qui sont finalement malheureusement prédictibles. Tu peux dire la vérité à nos auditeurs. C'est la faute de PHP, qui a une fonction Unique ID qui est censée renvoyer un identifiant unique. Et en fait, derrière, c'est juste l'heure qu'il est sur la machine qui garantit l'unicité de l'identifiant. Voilà. Et donc, il y a énormément d'applis web qui sont vulnérables à cause de ça. Et même MongoDB, il a fait une présentation sur MongoDB. Finalement, c'est pas prédictible parce que c'est, je sais plus, il y a le nombre d'accès en mémoire, ID du processus et je crois un autre élément, mais en gros, malheureusement, c'est prédictible. Une conférence aussi de Vendrycraft sur Orc, un outil qu'ils ont, une utilisation d'un outil pour Orc basé sur les traces récupérées par DefirOrc, l'outil de l'ANSI pour faire de l'analyse de compromission, récupérer un certain nombre d'éléments et ensuite les analyser. Donc ils ont développé certaines choses pour aller plus vite et plus massifier. J'accélère parce qu'on est en retard et Guillaume il est à côté de moi là, il me fait peur. Non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il montrait bien que quand on intervient sur une réponse à un incident, on a beaucoup trop de données, donc il faut les réduire aux données utiles. Donc leur outil Orc2Tree là, sera Orc2Tree, l'arbre, sera publié avec la même licence que Orc fin 2024 et il permet de sélectionner les infos les plus utiles le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment un truc qui va intéresser tous les cercles de la planète. Ensuite, donc Warren Postdam qui a présenté un espèce d'outil qui ressemble beaucoup à Bluedown, pour ceux qui connaissent, Sharpened Bluedown, mais visant Kubernetes, où en fait Kubernetes, donc c'est l'infra de gestion de conteneurs ultra complexe avec des
kilotonnes de modules, de fonctionnalités différentes. Et il y a une telle complexité que finalement, ça revient un peu comme un Active Directory où par un chemin, il peut y avoir des chemins de compromission avec différentes étapes. Et donc, il a un outil plutôt intéressant qui permet, basé sur des graphes, d'avoir quasiment le même comportement qu'on peut avoir avec un pull down, c'est-à-dire vraiment définir les chemins d'attaque. Comme ça, en faisant tel chemin, je peux augmenter mes privilèges et arriver à finir par tout péter. C'est publié sur le GitHub de l'agence et ça s'appelle Osaka. J'ai pas osé poser la question pourquoi Osaka. La conférence suivante est donc sur des packers. C'est une conférence qui suscitait beaucoup d'intérêt chez nos sponsors. Bon, en fait, les packers, ça permet de faire passer sous le radar des détecteurs des malwares. Donc, ça facilite la distribution. Tu es d'accord, Marc-Antoine ? Ah oui, alors d'abord, techniquement, j'étais tout à fait d'accord avec l'intervenant, bien sûr. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que vraiment, pour moi, le packer, c'est l'esprit du hacker. C'est, je vais faire, là, évidemment, c'est des malveillants, ok. Donc, je vais faire une saloperie et je vais m'organiser pour être le moins détectable possible en faisant de l'obfuscation. Voilà, j'y suis même arrivé. Oui, j'ai la certification ISO 1664 depuis aujourd'hui. Oui, apparemment c'est une spécialité locale, donc je m'adapte moi, à mon public. Et en fait, c'est tout ce process intellectuel. Alors, le malveillant, ok, mais quand on est côté défense et qu'on essaie de faire du reverse là-dessus, moi, ça me fascine. Voilà. Ensuite, une conférence de Paul Saladin et Vincent Gourvenec qui font de la Red Team et sur l'amélioration de techniques existantes pour faire de la découverte en environnement Active Directory. En gros, le constat, c'est toutes les techniques actuellement utilisées, Bluedown, Sharphound dont je parlais juste avant, tout ce qui concerne LDAP, etc. Aujourd'hui, ça se fait détecter et donc ils ont proposé d'autres solutions pour justement passer sous les radars et permettre de continuer à faire de la reconnaissance pour ensuite faire de l'évaluation de privilèges ou de la persistance, mais sans se faire détecter. Dans Astérix, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Adfix, parce que c'est celui qui gère le dolmen. Dernière conférence, donc celle de Raina, sur le CRA, le Cyber Resilience Act. Je pense que tu vas en parler, ça sera plus simple. Non, ne serait-ce que parce que j'aime à te voir traumatisé à l'idée de devoir résumer ce que j'ai dit. Parce qu'en plus, je suis éditeur, donc ça me concerne. En gros, maintenant, on n'a plus le droit de fournir des logiciels avec des vulnérabilités. Ouais, c'est complètement dingue. En fait, Raina, elle a décrypté la gestion des vulnes à travers le Cyber Resilience Act, qui est censé améliorer tous nos problèmes et qui finalement, on verra bien, quoi. Après, quand on respecte dès aujourd'hui les bonnes pratiques de cybersécurité, globalement, ça va. Parce que les exigences, finalement, elles ne sont pas lunaires, quoi. C'est des trucs assez classiques. Par contre, quand on démarre de zéro, ça va être compliqué. J'ai juste une petite question, vu qu'on a Marc-Antoine et toi autour de la table. On ouvre les paris sur le delta T entre la vraie date de mise en application et celle à laquelle les Français, les entreprises, les éditeurs français se réveilleront. Non, mais en fait, c'est pas la date d'application, c'est que s'il n'y a pas de contrôle, on le voit pour des tas de textes européens. Je veux dire, tout est applicable, il suffit de lire les textes, d'essayer de les comprendre quand même de temps en temps. Mais après ça, c'est une volonté politique derrière. Si les autorités de contrôle font pas le job, on peut nous pondre tous les textes de la Terre, et Dieu sait qu'il y en a qui tombent en ce moment, ça servira à rien. Donc derrière, sauf que là, quand même, l'industriel, ils ont un levier qui est très puissant, c'est je t'interdis sur le marché ton produit. Et donc à un moment, l'Union européenne qui dit stop, ton truc il est plus commercialisé, ça c'est facile à contrôler. Donc le retrait du marché de certains produits, à un moment, il y en a un qui servira d'exemple. Après, c'est toujours pareil, l'Union européenne et les autorités de contrôle, ils agissent comme ça. On en prend un, on fait un exemple. Après, il y a 36 mois quand même avant que ça rentre effectivement en vigueur, donc ça va être le temps de se préparer. C'est sur le papier, c'est marqué 36 mois. Après, voilà. Mais là, quand on parle d'objet, et à un moment on parle d'IoT quand même, l'objet, à un moment, il est interdit de vente. Et ceux qui vont distribuer vont se retrouver piégés parce qu'il faudra qu'ils récupèrent le truc. Et là, il y a un levier sur la partie matérielle qui est quand même assez nouveau. Un lien avec ça, c'est aussi qui sera l'autorité de contrôle. Parce que quand il y a cyber dans le titre, mais je ne suis pas convaincue que l'ANSSI soit dans les starting blocks pour faire en fait le travail de ce que fait la DGCCRF. Enfin, moi, c'est juste comme ça une idée. Ça, c'est une chose. Et après, c'est pour ça que j'ai insisté en fait sur la définition de produit. Ce qu'on dit produit, et les gens pensent matériel, mais en fait, il y a aussi beaucoup de produits logiciels dedans. Et donc là, on va avoir ou carrément des environnements en fait de production.
Et donc là, on va avoir plein d'autres problèmes. Justement, ce que disait Vlad tout à l'heure par rapport à une techno telle que Kubernetes, ça potentiellement sera assujetti au Cyber Resilience Act. Donc déjà, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui comprennent même pas ce que c'est comme environnement. Déjà, moi, je me suis rendu compte qu'en préparant la conf, j'ai quand même un biais de éditeur de logiciels parce que c'est une bonne partie de mes clients. Et que typiquement, j'ai dû expliquer ce que c'est qu'un SBOM. Parce que pour moi, tout le monde est au courant et en fait, pas du tout. Et donc, on va avoir aussi des enjeux comme ça d'acculturation et de pédagogie. Et là, on n'est même pas dans ce que tu posais comme question, Brice, en fait, à quel moment on va se mettre en France à respecter les exigences. Bon, après, c'est comme toute clé de bras. À un moment donné, ça commence à faire mal. et on verra. Je vais faire un parallèle avec l'État de l'Indiana en 1897, qui avait dit que la valeur de pi était trop compliquée, qu'ils avaient voulu l'arrondir à 3,2 par la loi. Là, on fait pareil, on prend le théorème de la décision, on dit non, mais on va quand même faire une loi qui interdit les bugs dans le logiciel, alors que c'est mathématiquement prouvé qu'on ne peut pas assurer qu'un logiciel n'a pas de bug. Ouais, d'où l'expression que l'avenir appartient à ceux qui ont le veto. Mais c'est pas de moi, c'est Coluche. Et donc ensuite, après ta conférence, petite rump session avec 6 rumps, je sais plus, 6 rumps. Oh ouais, non mais Vlad, décris la tienne. Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, je suis pas tout à fait autorisé, mais en gros, dimanche dernier, je devais récupérer pour mon vélo un certificat. Et en gros, je me suis rendu compte que, parce qu'en fait, les vélos maintenant, ils doivent être immatriculés. Et en gros, malheureusement, tous les certificats de tout le monde étaient publiquement accessibles avec les coordonnées de la personne, mais surtout le modèle du vélo. Donc l'idée c'est tu télécharges tout et après tu vas cambrioler les gens pour voler les vélos qui coûtent très cher, parce que tu vois le mien il coûte plus de 2000 balles et il y a des vélos qui coûtent extrêmement cher. Donc voilà, les gars ont été ultra réactifs, je les ai avertis dimanche, mardi c'était corrigé, ça c'était vraiment très impressionnant, chapeau à eux. Et donc voilà, donc j'ai fait, tout est anonymisé bien sûr, si vous m'écoutez gens de cette entreprise, tout était anonymisé bien sûr, et bravo à vous pour la correction rapide. Je ramène le sujet sur le CRA, sur le Cyber Resilience Act, ça fait partie des sujets, parce que je me souviens, pour nos auditeurs et auditrices, il se trouve que Vlad a posé la question de comment je fais pour signaler une vulnérabilité. Ouais, j'en avais parlé à tout le groupe No Limit Sécu, le midi, j'ai dit j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je leur dis ? Comment je fais ça ? Parce que en fait, il y a quand même pas mal de cas où les gens vous envoient un mail en vous disant bounty please, et donc qui s'appelle en français simple extorsion, parce que quand vous demandez de l'argent pour divulguer une information, voilà. Et donc du coup, c'était intéressant de voir que justement, on n'a toujours pas la clarté nécessaire. Donc au moins, s'il y a une chose que le législateur peut permettre de faire, c'est de dire à partir du moment où vous êtes obligé de donner cette clarté-là, de comment je contacte les gens, dans quelles conditions. Oui, c'est plus ça. C'est parce que j'ai regardé, ils n'avaient aucune VDP, ils n'avaient rien qui permettait de les contacter. Donc j'ai juste contacté le dirigeant de l'entreprise. Et ma première phrase du mail, c'était « Ceci n'est pas une démarche commerciale ». Alors, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en France, l'administration fiscale est autorisée à rémunérer les informateurs. C'est un des rares cas où c'est autorisé. Ah, et mon avocat me dit les douanes aussi. Mais non, mais le truc, c'est que pour la VDP, le fait de annoncer, j'allais dire vulnerability disclosure, mais en français, le fait de le reporter, comme il n'y avait pas de contact, j'avais pas d'autre moyen. Et le truc, c'est qu'on peut passer par l'ANSSI, mais c'est quand même pris de façon un peu agressive par les gens qui se font contacter par l'ANSSI, qui ne connaissent pas. Ils voient une agence gouvernementale qui les contacte en disant « on a trouvé une vulnérabilité chez vous ». En général, ils le prennent mal. Donc je trouve que c'est mieux de contacter directement les gens de façon sympathique. Et en général, ils le prennent mieux. Et d'ailleurs, le DG m'a répondu de façon très sympathique. Alors, je ne sais pas comment il était derrière, mais a priori, ça s'est plutôt bien passé. En gros, il faut dire, voilà, je viens en paix, rassurez-vous. Après, je pense qu'il a googlé mon nom, il voit que je suis expert de la cybersécurité. Donc, ça a dû aussi peut-être le rassurer. Autrefois, il y avait le protocole Zataz. Ouais, mais ce protocole-là, il marche pas bien parce que c'est un peu bancal. Enfin bon, d'autres rumps intéressantes. Et juste une rump qui était la première présentation d'une personne que je ne connais pas mais que tu connaissais, que tu as poussé à faire sa présentation. Un retour d'expérience sur une certification sur Burp. C'était sympa ça. Toute sa présentation est sur atom.space.
avec un 0 à la place du O, donc atom.space. C'est un étudiant, je sais plus, j'étais au café, et puis il me dit il reste de la place. Non, c'est un étudiant qui arrive et qui me dit mon pote a trop peur de présenter, mais je crois que ma copine est amoureuse de toi. Et donc, mais est-ce qu'il reste de la place? Je dis bah oui, ça tombe bien, on a 6 places, c'est la dernière. Il envoie un mail et machin, tout ça. Puis bon, j'attends les mails, toujours rien. Bon, pause suivante, je vois les gars en train de préparer, et puis je lui dis, mais non, mais vas-y, on est dans un univers bienveillant. Enfin, essaye. Enfin, voilà, c'est une occasion unique. Une rhum, c'est fait pour. Et il me dit, ouais, mais je suis pas sûr, parce que franchement, voilà. Et il était vraiment, mais il était pas bien, quoi. Et le gars, il fait sa rump. Sans déconner, le mec, il est étudiant. Moi, j'ai trouvé cette rump-là impressionnante parce que c'était clair, c'était joli, enfin aussi. Il avait des slides, il avait le propos, la voix était posée, il savait où il allait. Il a fait ça en 4 minutes 48, puisque c'est 5 minutes normalement les rumps. Ouais, tu l'as invité à faire un talk l'année prochaine. Ah bah oui, moi, c'est le but de Unlock, c'est démystifier aussi les trucs, dire c'est possible. Venez, essayez. Alors certes, c'est à Brest et puis ça permet de filtrer aussi pas mal de gens. Mais c'est le but, ouais. Vraiment montrer que c'est possible, qu'il ne faut pas avoir peur. Non, mais il y a aussi un enjeu qui est, moi je le vois avec mes étudiants, qui est que c'était quelqu'un qui pense de façon structurée. Et ça, c'était super intéressant à voir parce que, en fait, ce qu'il a fait, c'est il a fait une approche de comment réussir l'assertif, mais qui est en fait extrêmement structuré, encore une fois, où d'où je pars, quelles sont mes contraintes, quels sont en fait les aspects que je peux utiliser pour me permettre en fait d'arriver à mes fins, etc. Et donc c'était super intéressant. Donc bon, c'était un peu des huiles que l'écran faisait clignoter et tout ça, mais en fait c'était vraiment chouette. Oui, et puis moi ce que je note, c'est quand même un étudiant, peut-être en dernière année, je sais pas quel âge ils ont, les étudiants en dernière année, mais 23 ans, 22 ans, 24 s'ils ont redoublé, je sais pas, mais qui à la fin conclut en disant, vous savez, de toute façon, ce que je vous ai dit là, c'est pas magique. J'ai raté la première fois, j'ai raté la deuxième fois, j'ai raté la troisième fois, j'ai passé 9 fois, je crois. 5 fois, ouais, excusez-moi. 5 fois. 8, oui, voilà. Bon, c'est pas grave. Et donc, qui finit sa slide juste au pile poil sur le fil des 5 minutes en disant, peut-être en te plagiant Nicolas, mais en disant l'échec de la sécurité, c'est d'abandonner. Et ça, moi je dis, quand à cet âge-là, avec cette maîtrise, c'est classe, quoi. Et puis dans son CV ou son profil LinkedIn, il y aura juste marqué qu'il est certifié. Personne ne saura jamais qu'il s'y est pris à 5 ou 8 fois. Vu le nombre de gens qui partent élever des chèvres dans la sécurité, effectivement, la sécurité est un échec, il y en a beaucoup qui abandonnent. On ne va pas pouvoir parler du social event puisqu'il n'a pas encore eu lieu. On ne sait pas si on va gagner des bitcoins, on ne sait pas si on va lancer des haches, on ne sait pas si on va subitement intéresser de nombreuses stagiaires chinoises. On part pour une ISO 1664. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? On va faire une minute fail. Quelles sont les anecdotes de l'organisation ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur, je ne sais pas, un prestataire qui a fait défaut au dernier moment ? Alors c'est une année particulière parce que tout s'est bien passé. L'année dernière, c'était la catastrophe puisqu'on a eu la tempête Kiran. Il n'y avait rien qui fonctionnait. On est arrivé ici, il y avait 10 cm de poussière partout. Enfin voilà. Donc on a mis 2 semaines à s'en remettre, mais tout s'est bien fini. Et donc cette année, on a eu, à chaque jour où la conférence s'approchait, on s'inquiétait de plus en plus parce que tout était en place. C'est la 9e année, donc on commence à avoir un petit peu à rôder ce qui peut arriver de compliqué. Et sauf ce matin où on a eu un petit souci de clé, mais finalement ça s'est géré en 5 minutes. J'ai 2 minutes fail, et c'est ce que je dis souvent, ça arrive au meilleur mais aussi au moins bon. Le premier truc, c'est qu'on avait donc une speaker de Pologne, Julia Zundix, un truc comme ça, et on avait une speaker workshop qui s'appelait Eva, qui vient de Hongrie, avec un nom aussi assez compliqué. Et on m'avait dit, tu vas chercher à 16h à la gare, vendredi, telle personne, machin. Et moi, pendant toute la préparation de la conf, Julia et Eva, je les confondais. J'étais là, Eva, Julia, ça finit en A. Et donc, je me dis, je vais faire un truc classe, quoi. Je vais imprimer sur une belle page son nom, son prénom, tout ça, pour arriver à la gare. Et donc, je vais à la gare avec le pick-up et tout. Et j'arrive. Et la dame, elle passe devant moi.
Et je la reconnais, heureusement que je la reconnais. Puis je dis comme ça, non, mais c'est. Et en fait, je regarde, c'était pas le bon nom que j'avais mis sur la feuille. Bon, c'est pas grave. Et le deuxième truc, c'est que ce matin, tôt, on devait aller à la cantine, donc qui est pas loin de mes bureaux, charger une multitude de cartons dans le pick-up. Donc mon pick-up, il est sous clé dans les bureaux de Diatim, rue Yves Collet. Et hier soir, pour pas m'embêter, j'avais mis les clés, mis toutes les clés dans le pick-up, j'avais juste gardé les clés du pick-up. Et ce matin, donc 5h30, je me lève, je prépare mes slides, je commence mes trucs, machin. J'arrive au Diaplex. Ah ouais, mais les clés du Diaplex sont dans le pick-up et le pick-up est dans le Diaplex. Donc je ne peux pas accéder en fait au pick-up. Et donc j'envoie un message à Josquin. Et là, il me dit, ouais, moi c'est pareil, c'est la merde. Et là, je me dis, et donc je commence à envoyer des SMS à 7h moins 20, enfin 6h35 plutôt, à quelques collaborateurs en disant, t'es debout ou pas ? Il me faudrait les clés ou... Là, tu te sens un peu con quand même. Et heureusement, personne ne m'a répondu. Et du coup, j'ai fini par trouver un vieux kit de lockpicking que j'avais au fond de mon tiroir de cuisine. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Et j'ai lockpické le... Sauf qu'il y a une bagnole de flic qui est passée. Ouais, là, j'ai vraiment flippé. Genre, le prochain message signal que je t'envoie, c'est à 7h. En fait, j'ai une paire de menottes. Le Unlock Your Brain démarrait vraiment bien ce matin. On a rattrapé le coup, mais voilà, ça c'était la minute fail. Je faisais vraiment pas le malin avant d'avoir sorti le pick-up. Très bien. Est-ce que tu veux apporter le mot de la fin ou est-ce qu'on reste là-dessus ? Est-ce que tu veux faire la promotion de la 10e année ? L'année prochaine, c'est l'anniversaire, c'est les 10 ans. Donc on aimerait vraiment faire un truc de plus ampleur. On est arrivé à un moment où on a atteint le maximum de capacité. Les billets se vendent très très vite. Les early birds se sont vendus en 4 heures. Le reste de la billetterie en quelques jours, plus d'un mois avant l'événement, tout était à guichet complet. Et ça nous embête de refuser du monde. Donc on aimerait bien pour la 10e réussir à faire plus grand. Mais pour ça, pour garder en fait un prix de billets qui les rend accessibles aux étudiants en particulier, on a besoin de sponsors. On a différents niveaux. Vous pouvez adhérer bronze, silver ou gold. Ça vous donnera plus ou moins de répartie. Et vous arriverez comme ça à nous faire un bel anniversaire et on pourra tous faire une grande fête. Non, et on a besoin de speakers aussi. Je pense qu'on va mettre un peu la barre un peu plus haut encore pour le Bug Bounty. Et donc, ouais, voilà, mais voilà, pour les 10 ans, c'est important qu'on ait du soutien. Il y a les sponsors, c'est une chose, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est ce qui nous permet de faire des produits locaux, de qualité, voilà. On est tous bénévoles, hein, donc ici, et ensuite il y a les speakers. Et donc voilà, le call for paper sera probablement envoyé assez tôt cette année. N'hésitez pas à soumettre des propositions, elles sont toutes analysées, on a un comité de programme, on vote, on argumente. C'est international. Oui, c'est international maintenant, de plus en plus, on a beaucoup de propositions de plus en plus, donc appel à contribution, rejoignez-nous. Et après, moi j'aimerais bien que Brice, que tu trouves en sous-marin, quoi, pour le Bug Bounty. Tu vois, enfin un petit équipement comme ça local. Alors, je ne veux pas dévoiler mais sache que c'est des choses qui sont potentiellement possibles, peut-être pas sur un bateau gris qui va sous l'eau, mais on a réfléchi et on a pas mal de pistes sur des sujets un petit peu. Mais le problème, c'est que si tu fais des périmètres super complexes et super ardus, et qu'en fait, tu n'as que 4, 5 écoles, ou 6, ou 10, c'est un peu... Moi, je me méfie, les belles choses se font sur la durée. Enfin, c'est ce que j'ai toujours dit... depuis je ne sais plus combien d'années que je suis là-dedans, et donc il faut y aller, faut cranter tranquillement, voilà. Si tu commences à te cramer avec un super truc, en fait ça suit pas derrière, machin, enfin c'est voilà, donc il faut, voilà, on crante, voilà. Si déjà l'année prochaine on réussit à faire des équipes inter-écoles et tout, moi je serais, enfin c'est le rêve absolu de faire travailler des écoles ensemble et pas les uns contre les autres. Il y a plein de pistes pour développer des trucs, mais restons humbles et avançons tranquillement. Allez, Kenavo, Avéchal, et puis à très bientôt. Eh bien, merci à tous les contributeurs et contributrices. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.